Alors, nous allons parler aujourd'hui des étapes du deuil. Diapositive 1. Généralité. Alors, c'est une psychiatre, psychologue, Elisabeth Kubler-Ross, qui a développé une théorie sur différentes étapes du deuil. On va la regarder. Voilà, c'est une théorie qui est assez utilisée dans les soins. Mais il faut savoir qu'il existe d'autres approches par rapport au deuil. Mais c'est vrai qu'on se réfère souvent à celle-là. Donc elle a travaillé dans les soins palliatifs, dans l'accompagnement de fin de vie. Et à force de travailler avec ses patients, elle a repéré certaines attitudes, certains comportements. Et c'est comme ça qu'elle a pu élaborer un modèle, une théorie, où elle a identifié différentes étapes. Alors, on va les aborder. Je le dis maintenant, je le répéterai. Ces étapes, elles ne sont pas chronologiques. Les patients ne vont pas nécessairement toutes les vivre, ces étapes. Ils peuvent être dans une étape, passer à une autre, revenir à la même étape que précédemment. Voilà, il n'y a absolument aucune logique. C'est simplement que vous compreniez que vous allez rencontrer des patients en période de deuil, des patients qui vont vivre ces moments-là. C'est à vous, justement, d'essayer de repérer à quelle étape ils sont, parce que voilà, vous allez voir que du coup, derrière, ça va nous obliger à considérer les choses un petit peu différemment ou essayer de l'accompagner par rapport à ça. Alors, nous passons à la diapositive 2. Donc, une des étapes, le déni. Alors, même si tout à l'heure je vous ai dit que ce n'était pas chronologique, il est vrai que à l'annonce de la perte, on va assez fréquemment avoir... Alors déjà, il y a une période de choc et de sidération, parce que voilà, le ciel vous tombe sur la tête. On vous annonce la perte de quelqu'un. Alors, j'en profite quand même à ce stade pour dire que faire son deuil, ce n'est pas uniquement faire le deuil de la perte de quelqu'un. Ça peut être aussi la perte de quelque chose, ou ça peut être aussi la perte de la santé. On vous annonce une maladie chronique, qui pourtant, vous savez que vous allez survivre et que vous allez devoir prendre un traitement. Mais vous devez faire le deuil de votre bonne santé. Pareil chez les amputés. On vous ampute un bras, une jambe, il va falloir faire le deuil de ce membre-là. Et même chez ces gens-là, voilà, c'est pas toujours la mort de quelqu'un qui nous met dans un état de deuil. C'est la perte de quelqu'un ou de quelque chose, ou d'une partie de soi. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Donc, toujours à l'annonce de la perte, quelle qu'elle soit, il va y avoir un moment de choc, ce qu'on appelle un moment de sidération. Là, le ciel vous tombe sur la tête et la personne, elle n'arrive pas à l'encaisser. Voilà, c'est pour elle, non, c'est pas possible. C'est pas possible, elle n'est pas concernée. Ça ne la concerne pas. Voilà, on a l'impression comme si le cerveau n'imprimait pas. Le cerveau refuse. Alors, c'est un mécanisme de défense que le psychisme va mettre en place pour justement se donner un peu le temps d'encaisser la mauvaise nouvelle. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, la personne, voilà, on parle d'impression de rêve. Elle se dit, non, là, non, c'est un cauchemar, là. C'est un cauchemar, je vais me réveiller. Voilà, donc c'est une manière de se protéger, pour rendre justement un peu plus supportable cette douleur suite à l'annonce. La durée, on ne sait pas. Il y a des gens qui vont être dans le déni, ça peut être quelques heures, quelques jours, et ça peut aussi durer longtemps. Je vous le dis parce que j'ai soigné des patients qui tout au long de leur maladie sont restés dans une forme de déni. Continuent à faire des projets, dire des choses. Voilà, comme si... Alors pourtant, leur cas était grave. Souvent, c'était des cancers très évolués. Et on savait qu'ils allaient mourir. Et eux nous donnaient l'impression de... Ils n'étaient pas concernés. C'était pas eux. Ils minimisaient la maladie. Ils faisaient des projets. Voilà, comme s'ils n'étaient pas concernés.
C'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Euh, donc, en exemple, hein, la personne va vous dire, non, 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 c'est pas possible. Non, ils se sont trompés. Ils se sont trompés. Ou non, 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 c'est pas. Non, non, ils me disent ça parce qu'ils veulent que je me batte et tout, mais c'est pas si grave que ça. Voilà. Alors, nous passons à la diapositive numéro 3, la colère. Alors, ça, c'est quelque chose qui est assez fréquent, hein, la colère. Euh, donc, la personne peut réagir aussi, hein, de colère. Alors, une colère d'autant plus parfois quand il y a un sentiment de culpabilité. J'ai fumé toute ma vie, j'ai mon cancer du poumon, et là, j'ai une colère. Et j'ai une colère contre moi. Une colère contre moi parce que je me dis, ben, finalement, je me suis mise toute seule dans cette merde. C'est à cause de moi. Hein. Donc parfois, il y a aussi un gros sentiment de culpabilité. Et un sentiment d'injustice. Voilà. Les gens se questionnent. Ouais, mais pourquoi? Alors à l'inverse, pourquoi? Non, mais moi, j'ai toujours une... voilà, je suis jeune. J'ai toujours eu une vie, une bonne hygiène de vie. Je fais du sport. J'ai toujours fait attention de me soigner. Ben, c'est pas juste. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Hein, il y en a, ils font les 400 coups, ils prennent pas soin d'eux, ils font n'importe quoi, ils fument, ils boivent. Et eux, il leur arrive rien. Et moi, j'ai ça. Voilà, donc il y a un sentiment comme ça de hargne, de colère, voilà, d'injustice. Diapositive numéro 4, le marchandage. Donc, cette situation de marchandage, c'est la personne qui voilà, essaye de gagner du temps, essaye de négocier. Voilà. Comme par exemple, alors après, il peut y avoir des gens croyants qui vont dire mon Dieu, laissez-moi jusqu'au mariage de ma fille, ou jusqu'à la naissance de mon petit-fils ou de ma petite-fille. Ou alors allez, je suis prête à tout, je suis prête à tout faire, à faire n'importe quoi, mais laissez-moi encore du temps, je veux, voilà, c'est une négociation avec eux-mêmes, avec leurs croyances, hein, comme ça, dans l'absolu, pour essayer de gagner du temps. Diapositive numéro 5, la dépression. Ça, par expérience, j'ai vu beaucoup de patients aussi en phase de dépression. C'est voilà, une période plus ou moins longue, hein, du processus de deuil. Alors, la dépression, hein, comme toute dépression, alors c'est une dépression qui n'est pas pathologique, hein, comme dans la santé mentale. C'est une dépression qui est réactionnelle, puisque la personne, justement, hein, doit faire son deuil. Et donc, il y a un sentiment voilà, de grande tristesse, de remise en question, un sentiment de détresse, de mal-être. On n'est pas bien, on n'agoue à rien, on veut rien, on se sent triste. La vie n'a pas grand intérêt, on n'est pas bien, on est triste, on pleure. Et parfois, c'est à ce moment-là hein, que les endeuillés, parce que ça dure quand même assez longtemps, hein, cette période, ou du moins elle est récurrente. Voilà, il y a des moments, ils vont bien, ça va, on a l'impression que ça y est, ils sont sortis d'un cap de dépression. Et puis quelques semaines, quelques mois après, paf, ils retombent encore dans un état dépressif. Et le sentiment, voilà, hein, ce que les personnes expriment, le sentiment qu'ils ne vont jamais sortir de leur deuil, qu'ils vont rester comme ça, tristes, qu'ils n'ont plus goût à la vie. Voilà, donc les exemples, hein, voilà, je suis si triste, pourquoi se préoccuper de quoi que ce soit? Alors après, ça peut être aussi la personne, là, vous voyez, le dernier exemple, je vais mourir, et alors parce qu'évidemment, le deuil, hein, je le répète, la personne à qui on annonce une maladie grave, elle fait aussi le deuil de sa bonne santé et surtout, elle prend conscience qu'elle va mourir et que tout ça est fini. Hein. Donc, elle doit faire le deuil de sa vie elle-même. Hein. Après, quand la personne va mourir, évidemment, ce sont les proches. Ce sont les proches qui vont aussi traverser ces différentes étapes de deuil. Nous passons à la diapositive 6, la phase d'acceptation. Alors celle-là, toujours pareil, hein, par rapport à l'expérience que j'ai quand même travaillé en cancérologie, j'ai fait pas mal d'accompagnement de fin de vie à domicile. La phase d'acceptation, elle est quand même assez rare.
Hein, j'ai pas souvent vu des gens qui étaient dans la phase d'acceptation. Mais ça arrive. Hein, voilà, vous allez avoir des gens qui sont en phase d'acceptation, c'est-à-dire qu'ils acceptent. Alors, dans les maladies chroniques, tout ça, oui, la phase d'acceptation, on va plus facilement l'atteindre, hein, avec un long processus, un long cheminement. On va avoir des patients qui, au bout d'un moment, finissent quand même par accepter la perte de la bonne santé. Pour les gens qui ont une maladie pour laquelle ils sont condamnés, la phase d'acceptation, alors, soit, je ne sais pas, ça n'engage que moi, je me dis, soit ils n'ont pas le temps suffisant, et la maladie va plus vite, et ils n'ont pas eu le temps d'arriver à la phase d'acceptation, ou bien, voilà, il y a des gens qui jamais refuseront jusqu'au bout. Et j'ai plutôt souvent vu des gens qui, à l'approche de la mort, étaient plutôt dans un déni que dans une phase d'acceptation. Voilà, donc l'endeuillé, et bizarrement, l'endeuillé va se sentir mieux. Hein, voilà, on ne va pas avoir des signes de dépression ou des signes de colère comme on a vu tout à l'heure. La personne se sent quand même mieux, voilà, se sent beaucoup plus apaisée, parce que elle a bien compris les choses, elle est bien au clair et elle accepte. Alors, bien sûr qu'il y a quand même un sentiment de tristesse parce que parce que c'est pas drôle de savoir qu'on va mourir, ou pas drôle de savoir qu'on a une maladie chronique, qu'on va devoir vivre avec elle. Mais quand même, on voit que la personne va reprendre une façon de vivre à peu près identique à celle qu'elle avait antérieurement. Et dans le cas de alors elle va réorganiser sa vie en fonction de la perte. Alors, bien sûr que la personne qui est condamnée, qui va mourir, alors elle va réorganiser sa vie, c'est-à-dire comme elle sait qu'elle va mourir, qu'elle a accepté, ce sont des gens qui vont faire appel à leur notaire, qui vont demander à voir certains membres de leur famille, même des gens qu'ils ont parfois même perdu de vue. Ils ont besoin de faire leurs adieux, ils ont besoin de dire au revoir, ils ont besoin de régler leurs affaires. Donc, à partir du moment où ils ont accepté, ils vont être donc dans cette démarche d'organiser leur départ. Si c'est la perte d'un membre, d'une jambe, d'un bras, si c'est une maladie chronique, eh bien là, voilà, à partir du moment où ils sont en phase d'acceptation de ça, on voit, voilà, il y a un changement d'attitude. Les personnes vont se mettre à accepter leur maladie, accepter de se traiter, accepter de changer de comportement, accepter la prothèse. Voilà, on sent, ça y est, on sent qu'il y a une nouvelle dynamique qui se met en place et ils vont réapprendre à vivre avec cette maladie ou avec cette amputation. Là, voilà, dans l'exemple là, tout en bas de la diapositive, donc ça, c'est le cas d'une personne qui va mourir. Maintenant, je suis prêt. Voilà, j'attends mon dernier souffle avec sérénité. Vous verrez des gens qui attendent ça avec sérénité. Si vous travaillez auprès des personnes âgées en EHPAD, vous entendrez. Alors parfois, on le vit mal parce qu'on a envie de dire « mais dites pas ça, il vous reste encore plein de temps à vivre ». Beaucoup de personnes âgées qui ne sont pas spécialement gravement malades, alors elles sont parfois un peu diminuées par la vieillesse ou par certaines maladies, en effet, mais c'est parce qu'elles sont dans un tellement grand âge, elles ont vécu, elles sont comme fatiguées de vivre et elles sont dans l'acceptation. Elles ont conscience et elles ont accepté que c'était la fin de vie et qu'elles n'attendaient plus que ça. Donc elles vont vous le dire. Et alors, des fois, elles vont le dire non, mais arrêtez de vous donner du mal pour moi, là. Allez vous occuper des autres. Laissez-moi mourir. Laissez-moi partir. Laissez-moi mourir. Les gens vont vous dire aussi des choses comme ça. Et sinon, elles vont aussi vous dire non, mais de toute façon, moi, je n'attends plus qu'une chose, la mort. Il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas en avoir peur. C'est pas pour autant qu'elles renoncent à la vie dans le quotidien. Elles vont continuer à faire les choses qu'elles ont l'habitude de faire. Mais elles sont une certaine sérénité et de se dire la mort va arriver. Je sais qu'elle va arriver. C'est pour bientôt. Je suis prête. Je vais l'accueillir. Voilà. Donc ne prenez pas les choses de façon dramatique. Alors, nous passons à la diapositive numéro 7, vivre le deuil. Alors, je l'ai dit en introduction, je le répète, ces 5 phases ne se font pas de façon chronologique. Elles ne se succèdent pas nécessairement.
Alors après, oui, il y a des gens qui sont dans le schéma typique, ils sont dans le déni, après il va y avoir un moment de colère, après il va y avoir un moment de dépression. Voilà, vous pouvez, chez certaines personnes, repérer. Hein, elles vont en effet traverser ces différentes étapes. Mais rarement dans cet ordre-là. Elles peuvent les vivre les 5 à des moments différents. Elles peuvent ne pas les vivre toutes, ces étapes. Voilà, moi j'ai vu des patients qui étaient dans le déni, du départ jusqu'à la fin. Ils sont restés dans le déni. Voilà, point barre. Et puis, comme je le disais aussi, elles peuvent être dans un moment de dépression, et puis à un moment donné, elles en viennent à la colère. Et puis à un moment donné, elles sont dans une phase de déni, parce qu'elles en ont marre, elles refusent tout ça. Voilà, c'est très très fluctuant, avec des durées très variables, des allers-retours. Même des gens qui parfois semblaient dans l'acceptation peuvent à un moment donné repartir dans d'autres étapes. Ça peut aussi. C'est plus rare, en général, une fois qu'ils ont accepté, mais c'est pas impossible. D'accord ? Donc vous avez compris, c'est pas chronologique, tout le monde ne les vit pas, hein, et elles peuvent aussi aller, venir et se répéter à plusieurs moments. Alors, traverser le deuil. On part du principe que la période de deuil, alors j'aime pas donner des chiffres parce que chacun a un psychisme bien particulier. Il y a des gens qui vont réussir à traverser ça plus rapidement que d'autres. Toujours est-il, et on en parlera tout à l'heure dans les processus du deuil, toujours est-il que, et ça c'est des arguments que vous pouvez utiliser quand vous accompagnez quelqu'un dans son deuil. En moyenne, on est autour d'1 an. Voilà, un deuil, forcément, c'est long. Avec des moments, ils vont mieux. Alors, au fil des mois, hein, il y a de plus en plus des moments où ils vont mieux. Mais il ne faut pas être étonné qu'il y a des moments, à nouveau, ils vont mal. Alors, on dit autour d'un an. Il y a des gens, en plusieurs mois, ils ont réussi à passer à la phase d'acceptation. Et voilà, ils arrivent à avancer. Les personnes... en général, on dit à peu près autour d'1 an. Et puis, il y a des personnes pour qui il faudra un peu plus qu'1 an, 1 an et demi, 2 ans. On verra tout à l'heure que quand c'est au-delà, quand on est quand même à plus d'1 an et demi, 2 ans, et voire plus, c'est que le deuil, là, est pathologique. Parce que, voilà, il y a quelque chose comme ça qui reste permanent, constant, et ça, c'est pathologique. Et là, il va falloir mettre en place un accompagnement. Sinon, j'ai envie de dire, bon, alors bien sûr hein, que toute personne qui... on va en parler dans les diapositives suivantes, hein, et bien sûr que ça n'empêche pas de mettre en place un accompagnement, mais on sait qu'il va falloir au moins 1 année pour commencer à se sentir mieux, à sortir du tunnel. Alors, on passe à la diapositive suivante, la numéro 8, accompagner le deuil. Alors, on vous dit là, il y a 4 cadrans, c'est-à-dire que le deuil, évidemment, il va nous atteindre sur un plan physique. On sait qu'il y a des gens qui, en période de deuil, vont développer des maladies, vont avoir une plus faible immunité, vont tomber plus facilement malades, vont avoir aussi des symptômes physiques, des douleurs à l'estomac, des douleurs dans le dos. Hein, voilà, on va retrouver des maux de tête. Voilà, c'est des gens qui vont avoir des manifestations physiques. Évidemment, hein, il y a aussi tout le côté émotionnel, avec des sentiments de tristesse, des pleurs, voilà. Et puis aussi sur le plan intellectuel, parce que sur le plan intellectuel, bon, évidemment, hein, il y a tous ces questionnements qui vont apparaître, mais on est dans une période de moins grande production intellectuelle, donc les gens qui sont en période de deuil, quand ils sont en formation, quand ils sont au travail, ils vont être forcément moins productifs à ce moment-là. Et évidemment, hein, autre cadran, le cadran spirituel, la dimension spirituelle, vous imaginez, c'est l'heure des grands questionnements, des grandes remises en question, des grands questionnements sur la vie, le sens de la vie. Je le répète, la spiritualité n'est pas forcément avoir suivre un dogme religieux. Hein. La spiritualité, elle est propre à l'homme, elle ne passe pas forcément par la religion. Ça peut être donc même pour quelqu'un qui serait athée, ça peut être tous les questionnements que l'on peut avoir sur le sens de la vie, le sens que l'on a donné à sa propre vie. Voilà, c'est tout ce passage de remise en question, d'interrogation par rapport à ça. Alors évidemment, les gens qui sont religieux, évidemment, il va y avoir plein de questionnements par rapport
à la fin de vie, à la religion, à la vie dans l'au-delà, et j'en passe. Accompagner le deuil, c'est être présent, je vous l'ai mis là dans la deuxième ligne, être présent en silence, que ce soit le deuil, que ce soit d'autres difficultés que le patient va vivre au cours de sa maladie, et à plus forte raison au moment du deuil. Une vraie présence, être là, une vraie présence, et la présence, elle se manifeste quand elle est sincère, quand elle est vraiment là, elle va se manifester par tout le non-verbal, que ce soit le non-verbal, le paraverbal. Donc il faut être présent, une vraie écoute sincère, mais en silence. Souvent, les élèves, peut-être vous aussi, vous allez me dire mais la dame, elle m'a dit ça, j'ai pas su quoi répondre. On ne vous demande pas d'apporter des réponses. C'est pas ça qu'on vous demande. On vous demande d'avoir une écoute. Ces gens, ils ont des choses à dire, surtout quand ils vont mourir ou quand ils viennent de perdre un être cher. Ils ont beaucoup de choses à dire. Beaucoup. Écoutez-les. Mettez-vous en écoute, mais en vraie écoute. Faites-leur des feedbacks comme quoi vous êtes bien attentif à ce que vous entendez, à ce qu'ils vous racontent. Après, on en parlera, et c'est pour ça qu'au mois de juin, j'espère qu'on pourra se voir, faire des petits exercices. Donc voilà, principalement l'écoute, et puis on verra, il y a aussi des techniques pour permettre à la personne de verbaliser. Il y a des gens qui vont parler facilement, il y a des gens qui vont verbaliser très 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 facilement. À l'inverse, il y a des gens qui ont plus de difficultés à verbaliser, et c'est là où vous allez devoir les aider à faire sortir tout ça. Donc on en reparlera, il y a des techniques notamment pour aider la personne à verbaliser sa douleur et sa souffrance. S'il y a de la colère, laissez-la s'exprimer. Dites-vous, même si des fois la colère, vous avez l'impression, les gens des fois peuvent vous agresser verbalement. Alors ça, on en parlera dans la gestion de l'agressivité. Ce n'est absolument pas contre vous. Ne le prenez jamais contre vous. Quand un patient vous agresse, même s'il vous dit « Ah, c'est maintenant que vous arrivez, ça fait 1 heure que je vous attends, qu'est-ce que vous faisiez? Vous étiez au café ?» Dites-vous bien, ce n'est jamais, jamais, jamais contre vous. C'est parce qu'ils sont en tension interne, d'accord? Ils ont besoin de lâcher des choses. Et j'ai envie de dire, la première personne qui passe, c'est elle qui va prendre. Donc ça va être contre la soignante, ça va être contre la famille, le voisin de chambre, ça peut être n'importe qui. Des fois, ça peut être aussi une colère tournée contre soi-même. Donc, laissez-la s'exprimer, cette colère. D'accord? C'est la personne, elle est dans cette phase-là. Elle a besoin d'exprimer sa colère. Eh bien, allez, il faut que ça sorte, il faut que ça sorte. Vous savez, c'est la cocotte minute, là. Allez, on libère la pression, là. Il faut que ça sorte. Donc, évidemment, accompagner le deuil, ça nécessite de l'attention, une attitude d'écoute, et forcément, ça va demander un peu de temps. Alors, je le dis toujours, parfois, la personne peut être amenée... elle peut avoir besoin de parler à un moment donné. Donc, essayez de lui consacrer ce temps-là. Vous n'êtes pas obligé de rester des heures. Des fois, ça peut être 10 minutes, un quart d'heure, ça suffit. Essayez de lui donner ce temps-là. Considérez ce temps-là comme un vrai soin. Ce qui est bien dommage, excusez-moi, je vais sortir mes banderoles, mais ce qui est bien dommage, c'est qu'on va dire, j'ai fait la toilette, j'ai fait la réfection du lit, j'ai aidé la personne à s'installer, se mettre au fauteuil, l'habiller, la coiffer. On a l'impression que le soin, ce n'est que ça. Mais non, le quart d'heure que vous allez passer à l'écouter, c'est un soin relationnel à part entière. Et je dirais que la personne, dans ces situations-là, elle a plus besoin que vous passiez un quart d'heure à l'écouter que de passer un quart d'heure à l'aider à faire sa toilette. Vous comprenez ? Donc, s'il y a un choix à faire, écoutez-la. Et tant pis, la toilette, on fera rapidement. Parce que à ce moment-là, c'est d'autres choses dont elle a besoin. Donc, s'il vous plaît, je vous en supplie, le temps relationnel, c'est sûr, si c'est pour parler de la pluie, du beau temps, oui, on n'a pas le temps et on n'est pas là spécialement pour ça. On peut en parler comme ça pendant le déroulé du soin technique. Mais un soin relationnel de quelqu'un qui pleure, de quelqu'un qui est en colère, de quelqu'un qui ne va pas bien, de quelqu'un qui est en train de traverser une période de deuil, c'est un soin à part entière, s'il vous plaît. Si vraiment il y a d'autres patients qui vous attendent, on sait qu'il y a un timing à tenir et que des fois, il va falloir aller s'occuper d'autres patients. Vous dites à la personne,
je sens que voilà, ça va pas bien aujourd'hui. Écoutez, je dois aller finir quelque chose. Je reviens tout à l'heure, je me dépêche, je reviens et on va en parler. Voilà, ne serait-ce que ça. Allez finir ce qui est urgent et revenez voir la personne pour en parler. Alors, nous terminons la dernière diapositive numéro 9, une petite synthèse. Alors, le schéma, il vous paraît peut-être un petit peu compliqué. On va le prendre tout en haut à gauche. Vous voyez, tout en haut à gauche, il y a la perte. Et vous voyez une espèce de petite boucle, une petite boucle avec une flèche tout à la fin. On va la suivre. C'est pour récapituler un petit peu comment ça va se passer dans les grandes lignes. Je le répète, chaque personne est unique, donc ça peut prendre parfois des tournures complètement différentes. De façon donc assez standard, donc tout en haut à gauche, on a la perte. Alors vous voyez, on suit le petit tracé. On arrive un peu plus à droite, négation, engourdissement, incrédulité. La personne est dans le déni, l'engourdissement, voilà. Sidération, incrédulité, elle ne veut pas le croire. Incrédule, c'est ça. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, vous me racontez des cracks. Vous êtes trompé, vous trompez de patient. C'est pas possible, c'est pas moi. D'accord ? Donc on avait vu la période de déni. Après, la période de protestation. Là, d'un seul coup, ça commence à devenir un petit peu plus... la personne commence vraiment à prendre un peu conscience que non, c'est pas de la blague. Oui, c'est bien elle qui est concernée. Donc voilà, le temps de la protestation, ça peut se manifester par des pleurs, des cris, de la colère. Aussi, la recherche d'un sens, la recherche d'une raison, d'une cause, d'un coupable. Voilà, la personne, elle ne comprend pas. Après, il y a cette phase d'acceptation. Alors, ce n'est pas l'acceptation au sens où la personne, ça y est, elle a tout accepté. Elle accepte la permanence de la peur. C'est-à-dire là, quand même si elle la refuse, même si elle est en colère, même si elle est en phase de dépression, quand même, elle formule. Dans le déni, vous n'aurez pas cette formulation. Justement, les gens n'abordent pas la perte ou la future perte. Parce qu'ils sont dans le déni. Ils refusent la vérité. Donc, hormis les cas de déni, la personne, voilà, ça y est, elle a bien compris qu'il y avait une perte. Alors après, on va avoir tous ces passages. Ça peut être de la colère et de la révolte. Donc là, on est tout en bas, l'encadré tout en bas du schéma. De la colère, de la révolte, un sentiment de la dépression, un sentiment d'impuissance, les moments où la personne se culpabilise, c'est de ma faute, j'aurais pas dû, voilà. Donc elle va passer par toutes sortes de périodes. Et puis, alors si on continue, la petite flèche, là on arrive sur l'encadré en bas à gauche, une période de désorganisation, de culpabilité, de honte, baisse de l'estime de soi, sentiment de rejet, sentiment d'abandon. Elle peut aussi avoir des idées suicidaires. Elle va exprimer parfois des idées suicidaires. Donc vous voyez, là on fait une espèce de... Ça ne se passe pas toujours de façon linéaire comme ça. Ensuite, on passe à l'encadré un petit peu au-dessus. Il va y avoir, à partir du moment-là, la personne commence à accepter un petit peu plus les choses. Là, vous commencez à voir que les choses se réorganisent, il y a une modification de l'image de soi. Voilà, il y a des discours qu'elle ne tient plus, la personne, ou moins. Ça commence à s'estomper, c'est de moins en moins souvent. Vous sentez que ça y est, là, elle reprend un petit peu goût à certaines choses. Elle va commencer à régler ses affaires, elle va commencer à dire des choses pour après. Et si c'est quelqu'un qui a perdu un être cher, voilà, vous sentez que ça y est, là, elle va, par exemple, s'adapter à de nouveaux rôles. Une femme qui était parfois avec son mari, qui perd son mari, où le mari, par exemple, prenait beaucoup de choses en charge dans la maison. Des fois, vous savez, on a des femmes âgées, parfois, qui ne conduisent pas. Le mari meurt, alors du coup, on ne peut plus se déplacer, il n'y a plus de voiture. Enfin bon, c'est compliqué. Donc, et là, on voit, ça y est, il y a une réorganisation qui se met en place. Et la personne réapprend à vivre sans l'être cher qu'elle a perdu. Et si c'est quelqu'un qui doit mourir, c'est la personne qui est concernée, voilà, on va voir que la personne va se considérer autrement et va commencer à organiser son départ. Et puis on arrive, du coup, fin de la flèche, tout en haut à droite, aboutissement, travail de deuil, restructuration. Voilà, on va être là en phase d'acceptation de la perte. Et là, vraiment, on voit vraiment un regain d'intérêt, on voit vraiment la personne reprendre sa vie quasiment comme avant. Et être capable, justement, de vivre des moments joyeux, d'avoir des moments où elle n'est plus dans la colère, elle n'est plus dans le chagrin.
Elle arrive, et alors, il y a vraiment un indicateur, et malheureusement, hein, pour ceux qui ont vécu des moments de deuil, c'est le moment, on s'en rend compte, c'est le moment où on est capable de se souvenir de la personne sans que ça amène des pleurs, de la tristesse, du stress. On arrive à en parler sereinement. Et c'est le moment où on commence à parler de la personne. Ah, bah, tu te souviens? Oh là là, je me souviens, on avait passé un chouette moment. Oh, c'était drôle. Ah, ceci, ah, cela. Eh bien, quand on est en phase d'acceptation, on est capable de se souvenir de la personne sans que ce soit douloureux. Et ça, c'est un très très bon indicateur. Voilà, on va s'arrêter là. J'espère que mes petits compléments d'explication et les petits exemples que je vous ai donnés vous auront éclairé sur ces différentes étapes. Je le répète, hein, il n'y a pas que le modèle d'Elisabeth Kubler-Ross. Il y a d'autres, voilà, vous pouvez éventuellement connaître ou lire hein, sur d'autres formes d'accompagnement. Justement, mais de toute façon, voilà, de toute façon, on va accompagner la personne. Un deuil, on n'en fait jamais complètement, on le fait jamais complètement son deuil. Hein. Là, on parle d'acceptation, toute relative, j'ai envie de dire. Le but, c'est justement que la personne souffre moins. Voilà, c'est l'accompagner pour que la souffrance diminue. Après, vous n'empêcherez pas, il y a des dates anniversaires de la mort, des moments forts, les Noëls, les mariages, l'anniversaire de naissance de la personne qui est décédée. Voilà, on sait que de toute façon, au fil des années, il y aura comme ça des moments de réminiscence qui seront un petit peu plus difficiles. Mais il n'empêche qu'on voit que la personne est capable de reprendre une vie normale. Voilà, et ça veut dire que là, le travail a été fait et qu'on a réussi à... C'est de l'apaisement, voilà. C'est-à-dire que vraiment, c'est accompagné jusqu'à ce que la personne arrive à trouver un certain apaisement. Voilà, à très bientôt.